Quand nous écrivons les résultats de nos recherches, nous essayons de tendre vers le plus d'objectivité possible, tout en sachant que c'est un idéal difficile à atteindre. L'utilisation de concepts que nous pensons neutres doit servir à cet objectif. Mais que deviennent-ils si nous apprenons qu'ils ne peuvent être transposables à tout type de terrain et qu'ils ne sont pas si neutres que ça? Les théories décoloniales d'Amérique latine invitent à dépasser la seule utilisation des notions construites par les chercheurs et chercheuses du Nord global, en valorisant la création de nouvelles notions propres aux espaces dits subalternes. Car les schèmes de pensée et de perception du Nord global se sont imposés dans la plupart des espaces géographiques à cause de la colonisation qui se perpétue à travers des outils du savoir consacrés. Il est donc nécessaire de se familiariser avec les théories postcoloniales, subalternes et décoloniales afin de dépasser nos connaissances et comprendre le rôle que nos connaissances ont joué dans la destruction des savoirs des populations colonisées. Pour ce faire, nous accueillons Philippe Collin qui vient nous présenter un ouvrage qu'il a coécrit avec Lissel Quiros. Donc voilà, je vous montre à la caméra pour ceux qui regardent la vidéo, qui s'appelle Pensée décoloniale, une introduction aux théories critiques d'Amérique latine, qui a paru aux éditions La Découverte en 2023 et qui a récemment été édité en format poche au mois de mars 2026. Donc vous pouvez le trouver en format poche maintenant. Bonjour Philippe Collin. Bonjour. Donc vous êtes maître de conférence à l'Université de Limoges en civilisation de l'Amérique latine et membre du laboratoire de recherche LEHIC. Vos travaux portent sur les théories décoloniales et postcoloniales. Vous vous intéressez aux pensées critiques d'Amérique latine ainsi que leur histoire et étudiez les représentations de l'altérité dans ce même espace. Donc le podcast il se compose de 3 parties. Une première sur votre trajectoire intellectuelle, donc votre parcours universitaire, votre parcours scolaire, donc très sociologique quand même. Une deuxième partie sur les résultats de votre recherche, la méthodologie de votre recherche, et ensuite les résultats de la recherche. Donc, comme je viens de le dire, vous êtes maître de conférence à l'Université de Limoges en civilisation de l'Amérique latine. Comment est-ce que vous êtes venu à vous intéresser à cet espace géographique ? À l'Amérique latine, c'est Oui. ça ? Oui, pas Limoges. Non. Alors, c'est une bonne question parce qu'en fait, j'aimerais pouvoir te répondre que c'était des intérêts scientifiques, académiques, etc. Mais en fait, non, ça vient de loin. J'ai eu la chance, gamin, d'habiter en Amérique latine avec mes parents en Uruguay. J'ai ensuite voyagé après ce qu'on appelait à l'époque le DEA, sac à dos, etc. Puis j'ai travaillé là-bas en tant que prof de français en Colombie. Donc voilà, c'est une connaissance qui est venue, mais qui était empirique. Et l'amour pour cette partie du monde est né comme ça. Ok. Voilà. Et vous avez fait vos études en Amérique latine ou vous êtes venu en France pour le faire ? Alors, ouais, non, même là, c'est pas rectiligne, encore une fois. L'Amérique du Sud apparaît assez tardivement, finalement. Parce que moi, j'ai fait des études de lettres à Strasbourg. Un DEA en littérature comparée et philosophie qui existait à l'époque. Et c'est ensuite que j'ai voyagé, puis je suis parti en Amérique latine, qui était un vieux projet que j'avais depuis presque le bac. Et c'est en revenant en France que j'ai décidé de faire une thèse, de travailler sur l'Amérique latine. Et donc je me suis inscrit en thèse à Nanterre à l'époque. Et j'ai commencé une thèse effectivement sur la Colombie. Voilà. D'accord. Et votre thèse, elle portait sur... Alors ma thèse portait sur les représentations du territoire dans alors toute une série de discours qui allaient de la littérature jusqu'au récit de voyage et au récit scientifique à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, qui est ce moment charnière lorsque les pays latino-américains vont accéder aux indépendances. Voilà. Donc c'est sur la construction en fait d'un patrimoine iconographique national en fait, et avec toutes évidemment les contradictions en termes de race, genre, etc. qui travaillent ces représentations. D'accord, donc très tôt, vous avez commencé à travailler sur les pensées, en fait, les formes de pensée, comment elles se forgent. Est-ce que vos travaux de recherche continuent c'est parce que ce livre, c'est quand même les pensées, comment elles ont été construites. Vous continuez à travailler dessus aujourd'hui ? Je continue à travailler dessus. Oui, absolument. Je continue à travailler sur les questions, sur des questions. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse en ce moment là,
en ce moment, j'ai 2 recherches en cours. Une sur les mouvements autochtones en Colombie au début du XXe siècle. Ça, c'est un de mes centres d'intérêt depuis des années. Et là j'ai repéré un personnage très intéressant qui est un autochtone, qui rentre dans l'autochtone, puis va rentrer dans le Parti communiste colombien, va voyager en Union soviétique, etc. Donc je suis la piste de ce personnage. Je pars d'ailleurs en Colombie au mois de juin pour faire du travail d'archives. Et à côté de ça, l'autre intérêt, c'est une question plus théorique et qui s'inscrit aussi dans effectivement l'histoire intellectuelle. C'est la manière dont le concept d'accumulation primitive de Marx a été pensé, a été resémantisé, a été retravaillé en Amérique latine à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. D'accord, très bien. Euh, donc, déjà, il y a une question qui est très intéressante, qui est un peu épistémique quand même, parce que vous parlez beaucoup d'épistémicide, de choses comme ça dans le livre, mais là, on va parler un peu de la légitimité à parler d'un sujet, par exemple, qui peut ne pas nous toucher. Donc, comment est-ce qu'on peut parvenir à parler d'un sujet qui ne nous touche pas, alors que... voilà, quoi. Comment on peut faire? Oui, oui. Alors, à cette question, je répondrai. Alors, ça dépend comment on pose la question. C'est-à-dire, est-ce que c'est le fait de ne pas être latino-américain Oui. ou plutôt de ne pas être victime du colonialisme C'est ça, oui, c'est deux questions qui sont importantes. Enfin, actuellement, Oui. elles sont beaucoup dans le champ académique, on entend beaucoup parler de l'appropriation des sujets. Après, c'est une question qui, pour ma part, est importante à poser, par exemple, quand on fait une recherche dessus. Euh, mais donc, comment faire pour prendre ces dispositions à ne pas tomber dans cette difficulté-là de parler à la place de ceux qui devraient parler? Je vois ce que tu veux dire. Alors, sur la question du colonialisme, effectivement, c'est une question qui peut être souvent posée lors des débats. Quelle légitimité vous avez, vous, homme blanc de plus de 50 ans oui, non, mais c'est ça. Oui. Allons-y, Franco, de parler du colonialisme et des résistances au colonialisme. Alors, moi, ma réponse, c'est de dire que les hommes blancs, on est tout aussi impliqués dans l'histoire du colonialisme que les victimes du colonialisme. De l'autre côté, mais tout autant. Et donc, la déconstruction de l'ensemble des schèmes de pensée qu'on a complètement incorporés et qui nous viennent de ces histoires coloniales, elle doit venir de tous les côtés en réalité. L'histoire coloniale, on est tous imprégnés par cette histoire. Et peut-être encore plus nous, porteurs des privilèges que nous donne cette histoire. Plus, je ne sais pas, mais en tout cas tout autant. Oui. Voilà, donc de ce côté-là. Alors, pour ce qui est de l'Amérique latine, moi, j'aime pas dire que je travaille sur l'Amérique latine parce que, alors évidemment, si, c'est évidemment mon objet d'étude, mais c'est pas que cela, parce que, alors pour des raisons maintenant familiales et tout, etc., mes enfants sont latino-américains, etc., donc voilà, j'habite plusieurs espaces comme ça. Mais aussi parce que j'ai toujours beaucoup travaillé en fait et essentiellement je dirais avec des collègues latino-américains. Le livre que j'ai coécrit avec Lissel, alors actuellement je suis en train de, avec un collègue argentin, on est en train de réaliser un dictionnaire des pensées critiques d'Amérique latine qui va sortir à l'automne chez Wild Project. On a fait en sorte vraiment que les multiples auteurs qui participent au dictionnaire viennent vraiment à la fois les auteurs évidemment qui travaillent en France, mais aussi en Amérique latine. Et donc je perçois plutôt ça comme une forme de collaboration scientifique académique, plutôt que comme un espèce de travail de surplomb sur l'Amérique latine. Voilà. Oui, parce qu'il y a cette question qui est quand même qui peut être vite posée de l'appropriation, alors que il faudrait travailler avec ces personnes-là pour pouvoir donner des résultats de recherche vraiment innovants. Voilà, absolument. Et par ailleurs,
j'évite absolument les formes, on va dire, d'extractivisme épistémique, c'est-à-dire prendre des concepts latino-américains, comme ça a été souvent le cas avec le terme de colonialité. L'extraire de son concept et l'appliquer ici sans mentionner d'où il vient, quelle était sa trajectoire, etc. Le but de cet ouvrage, c'était précisément ça, c'était de dire, enfin, rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire ce terme de décolonial, colonialité, tous ces termes-là qui circulaient déjà énormément en France, sans jamais, presque jamais citer l'origine latino-américaine de ces concepts, eh bien voilà, l'idée c'était de retracer la généalogie pour dire ils sont nés quelque part ces concepts. Il se trouve qu'en plus, ce n'est pas dans le nord global, mais dans le sud global. Voilà, donc le geste c'était ça aussi, c'était redonner une épaisseur généalogique à ces concepts qui semblaient être apparus dans le débat français comme ça presque par miracle. Et donc cet ouvrage, comme vous venez de le dire, retrace la genèse en fait de toutes ces pensées. Comment vous avez fait pour choisir les auteurs et autrices que vous citez dans le livre? Alors ça c'est toujours c'est les durs moments des choix. Il a fallu faire des choix pour des raisons de taille de l'ouvrage évidemment. Non, alors avec l'ICEL on a essayé d'établir une espèce de cartographie en cherchant les auteurs qui avaient pensé la question coloniale, d'une manière ou d'une autre, en Amérique latine. Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc on a fait des choix et on a essayé de tracer des généalogies comme ça. Il y a des omissions, c'est évident. Peut-être même que certaines parties, je les réécrivais aujourd'hui autrement. Voilà, mais à ce moment-là, en tout cas, c'est comme ça que nous, on a construit cette cartographie. Et c'est intéressant parce que c'est un ouvrage que vous avez co-dirigé. Comment est-ce que vous êtes répartis le travail tous les deux pour écrire le livre? Alors oui, c'est un vrai travail d'écriture à quatre mains, ce qui est pas facile. J'ai découvert, alors je l'avais déjà fait pour éventuellement des articles, des choses comme ça, mais sur un ouvrage au long cours comme ça, ça implique de mettre en place des protocoles d'écriture. Et donc là, on écrivait une partie, chacun écrivait une partie, puis on envoyait la partie écrite à l'autre co-auteur ou co-autrice, et il ou elle faisait des remarques, réécrivait des parties, rajoutait des choses, et puis on faisait plusieurs tours comme ça jusqu'à ce que on arrive à une espèce de style un peu neutre qui n'était à la fin ni le mien ni le sien, et qui a donné voilà peut-être ce ton qui peut paraître un peu, je sais pas, une espèce de neutralité un peu. Mais en tout cas, voilà, c'est le résultat de ce processus d'écriture comme ça, rotatif en fait. Et j'écoutais. Qui permettait d'effacer les coutures en fait, du texte. Voilà. J'écoutais une intervention de Lissel Quiros qui expliquait que vous étiez logiquement séparer le travail, donner les sujets qui vous intéressaient le plus. Donc pour que j'oriente mieux le podcast, est-ce que vous pouvez me dire un peu ce sur quoi vous avez écrit dans le livre? Alors, il faut... Oh là là. Ah, vous voulez revoir le livre, s'il te plaît? Oui, non, mais c'est parce que au pire, je poserai les questions, mais je pense que vous avez la connaissance. Non, si, comme ça, je vais trouver. Alors moi, j'ai beaucoup travaillé sur les traditions critiques. Donc, c'est-à-dire vraiment ce travail généalogique dont j'ai parlé tout à l'heure. Même s'il y a aussi l'ICEL dedans, c'est clair. Mais ouais, j'ai beaucoup travaillé cette question-là. Et ensuite, il y a des auteurs que je connais bien. Aníbal Quijano, par exemple, Enrique Dussel, ce sont des auteurs que je connais plutôt bien. Et Lissel, évidemment, est une très bonne spécialiste des questions de féminisme. Latino-américain, féminisme non blanc en général. Donc voilà, alors tout a été systématiquement coécrit, mais c'est vrai qu'il y a, on pourrait dire comme ça qu'il y a des auteurs sur chaque rubrique principaux, c'est-à-dire qui lançait le premier jet et l'auteur ou l'autrice venait derrière pour retravailler le texte. De toute façon, on va revenir sur plusieurs notions clés que vous pourrez expliquer, parce que c'est aussi ça le podcast, c'est aussi de donner accès à des notions qu'on ne connaît pas beaucoup. En fait, on nous apprend
pas les notions, les concepts décoloniaux. Enfin, on nous apprend pas beaucoup. On les voit pas beaucoup, donc ce sera ça aussi. Faudra revenir là-dessus. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous avez fait votre rencontre intellectuelle avec Licel Quiros pour donner naissance à ce livre? Alors là, Licel, je l'ai connu. Je pense que c'était au... Alors, peut-être qu'il faut expliquer. Il y a quelques années, en 2014, je crois, avec une collègue, Claude Bourguignon, qui est aujourd'hui à la retraite, on a publié, en fait, en 2014, je crois, c'est ça, ouais, ou 2015, j'ai un petit doute, la première anthologie, en fait, de textes de penseurs et penseuses décoloniaux. Donc on avait, avec un gros travail de traduction, évidemment c'était une anthologie, hein, donc une série d'articles comme ça, il y en avait une dizaine. C'était publié d'ailleurs au Pulim, avec une très longue introduction qui a été quelque part presque le noyau de ce livre, cette très longue introduction. Je pense en regardant, on peut y trouver des traces. Et suite à ça, on a été contacté par plusieurs personnes, dont un groupe de collègues lyonnais qui travaillaient sur ces questions-là, en tout cas qui étaient très intéressés, qui nous ont invités sur un colloque à Lyon. Et je pense que c'est lors de ce colloque à Lyon où j'ai rencontré Licel Quiros. Voilà. Alors le projet, c'est en fait est un peu plus complexe. C'est passé par une autre personne en fait qui malheureusement est aujourd'hui décédée et qu'on mentionne au début du livre, qui est Anne-Laure Bonvalot. Anne-Laure Bonvalot, c'était une collègue, elle était collègue à Montpellier, et j'avais travaillé avec elle pour la traduction d'un texte d'Arturo Escobar, qui a le livre qu'on a traduit à 3 d'ailleurs, avec Claude Bourguignon, Sans y penser que la Terre, qui est sorti au Seuil. Et elle était invitée à une émission, je crois, sur France Culture pour présenter la pensée d'Arturo Escobar. Elle avait fait une présentation absolument brillante. Et Grégoire Chamaillou, éditeur, directeur de collection chez Zone, l'avait appelé lui disant c'est passionnant, moi je connais pas du tout ces questions décoloniales latino-américaines, il faut que vous écriviez un livre là-dessus. Et elle a dit eh bien, je connais 2 personnes qui pourraient participer à l'ouvrage, etc. Licel Quiros et Philippe Collin. Voilà. Bref, Anne-Laure est décédée rapidement après d'une maladie, et donc on a fait le livre avec Licel. D'accord. Bon. Eh ben, j'aimerais aussi avoir, parce que l'histoire nous intéresse aussi dans ce podcast, vous avez donc retracé, vous avez travaillé sur la genèse donc, des théories, sur quelles archives, sur quels articles, enfin, comment la méthodologie pour retracer la genèse de ces notions, comment est-ce que vous avez fait pour retracer la genèse? Un travail, alors là pour le coup c'est pas un travail d'archive au sens d'un travail tel qu'on pourrait le faire en histoire. Là c'est ce que je vais faire en Colombie, parce que là pour le coup j'ai travaillé sur il faut vraiment que je travaille sur des documents inédits. Là en l'occurrence c'était vraiment de faire une espèce de révision à travers une série de mots-clés de toute une littérature que j'ai pu faire alors en Colombie, mais aussi en France. Licel l'a fait au Pérou aussi. De l'ensemble de la littérature, des essais et la littérature scientifique en Amérique latine qui a abordé d'une manière ou d'une autre, à partir d'un certain nombre de mots-clés, colonial, colonialité, néocolonialisme, impérialisme, etc. Voilà. Et c'est à partir de là que ça donnait évidemment... ce sont des thématiques extrêmement prégnantes en Amérique latine. Donc ça a fait une masse de lecture absolument conséquente. Et puis après un travail de décantation. Voilà. D'accord. Donc c'est long. Ça paraît pas comme ça, mais effectivement ce travail de décantation, de réduction de cette immense masse de littérature qu'on a consultée pour essayer de reconstruire cette histoire-là, qui n'existait pas.
c'est peut-être la vraie nouveauté du livre, et c'est pour ça d'ailleurs enfin, il vient d'être traduit en brésilien et il va sortir au Brésil. C'est qu'il propose effectivement une généalogie. Quand jusque-là, on avait un petit peu l'impression que ces catégories étaient sorties du chapeau comme ça. Voilà. Il y avait une histoire un petit peu, comment dire, presque d'Avengers comme ça, un groupe d'auteurs, d'autrices décoloniaux qui avaient inventé des concepts. Et voilà. Donc, bon, l'idée c'était de dire, c'est un peu plus complexe et ça vient de loin en fait. Oui, donc vous revenez notamment sur, en refaisant cette genèse des théories décoloniales, vous vous invitez à séparer les études décoloniales des études post-coloniales. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette distinction, qu'est-ce qui caractérise cette distinction entre ces deux études-là? Alors la distinction, elle est d'abord, comme diraient les auteurs décoloniaux, géopolitique d'une certaine manière, c'est-à-dire les études postcoloniales, elles naissent pour l'essentiel dans les pays, dans l'académie anglo-saxonne, aux États-Unis et en Angleterre, mais aussi en Inde, si j'intègre là les études subalternes. Et elle est l'œuvre, alors pour ce qui est des études postcoloniales proprement dites, l'œuvre d'auteurs plutôt littéraires. Edward Said, par exemple, c'est un comparatiste. C'est une littérature qui est écrite en anglais et donc qui bénéficie évidemment des réseaux académiques anglo-saxons. Donc son impact sera très très fort dès le début. Alors ce qu'on appelle la théorie décoloniale proprement dite, elle émerge aussi comment dire, à la frontière entre l'académie latino-américaine et l'université états-unienne. Là aussi. Mais elle est le fait surtout d'auteurs latino-américains qui ne viennent pas des études littéraires, mais plutôt de la sociologie, de la philosophie, sociologie, philosophie. Il y a un sémioticien comme Walter Mignolo. La différence fondamentale entre les deux, en tout cas s'il y a une différence qui est revendiquée, alors chronologiquement, les études postcoloniales sont premières, puisqu'elles émergent en fait dès la fin des 70, on peut dire l'ouvrage qui va inaugurer les études postcoloniales, c'est l'orientalisme d'Edward Said, donc 79. Les études postcoloniales, on peut dire la naissance du mouvement postcolonial au moment d'un colloque organisé, si je ne me trompe pas, à Caracas, c'est en 1998. Voilà. Et ce sont des gens qui connaissent très très bien, donc ceux qui vont mettre en place, on va dire, le corpus théorique décolonial, qui connaissent très très bien la théorie postcoloniale, les études subalternes, etc. Donc il y a quand même une période de temps, c'est pas du tout la même, le temps n'est pas le même. Alors, les auteurs décoloniaux vont revendiquer par rapport aux études postcoloniales, on va dire comment je dirais ça, une rupture supplémentaire, une césure supplémentaire ou un tour de vis supplémentaire dans le travail de décolonisation épistémologique. C'est-à-dire, ils vont dire, jusqu'à maintenant, la critique de l'hégémonie occidentale sur la connaissance, elle s'est faite à partir d'auteurs occidentaux. Foucault, Derrida, enfin, bref, la déconstruction. Et les auteurs décoloniaux vont dire, il ne s'agit pas, évidemment, de jeter définitivement, d'abandonner ces auteurs, mais la décolonisation épistémique passe aussi par une décolonisation de la théorie et des méthodes. Et pour ce faire, ils vont exhumer, c'est parce que c'est pratiquement ça en fait, des auteurs, des autrices, des concepts
qui avaient été forgés en Amérique latine et pour penser les conditions spécifiques de l'Amérique latine, et vont tenter de les remettre à jour et de les mettre à travailler sur, sur nos réalités contemporaines. C'est comme ça que vont naître ces concepts. Comme souvent des transformations, des reconfigurations de concepts parfois plus anciens. Par exemple, dans la généalogie de la notion de colonialité de Quijano, on a la notion de colonialisme interne, par exemple, qui a été pensée par des anthropologues latino-mexicains, 2 anthropologues mexicains, dans les années 60, au début des années 60. Voilà. Donc, ils vont quelque part, on pourrait dire, se réapproprier en fait ce corpus théorique qui avait disparu parce que tout simplement, il n'était pas rentré, on va dire, dans le canon disciplinaire des sciences sociales, parce que produit dans le Sud, et donc considéré comme particulariste, moins universel que les grands auteurs du canon, etc., etc. Oui. Donc vous avez cité Walter Mignolo, qui explique qu'il n'est pas possible de transposer les outils d'analyse des post-colonial studies à tous les espaces géographiques. Il y a aussi cette envie des études décoloniales de faire une nouvelle littérature, de créer leurs propres outils d'analyse qui pourraient venir expliquer ce qui leur est arrivé et ce qui leur arrive toujours en Amérique latine. Tout à fait, tout à fait. Effectivement, c'est l'autre petit point de dissension des études postcoloniales, c'est qu'effectivement, les auteurs latino-américains, sans évidemment renier les études postcoloniales, vont dire les outils qu'ils ont forgés, alors, mis à part le problème que j'ai évoqué tout à l'heure, sont certes pertinents et probablement pertinents pour analyser des espaces géoculturels, c'est le terme qu'ils utilisent, spécifiques, en l'occurrence ceux qui ont été soumis à la colonisation anglo-saxonne ou française. Mais nous, en Amérique latine, l'expérience coloniale telle qu'on l'a vécue et telle qu'on la vit encore aujourd'hui, sous des formes différentes, eh bien, elle est sensiblement différente de celle qui a été vécue en Afrique ou en Asie. Et donc la pensée à partir des mêmes concepts reviendrait finalement à plaquer une réalité sur une autre et à rendre incompréhensibles les spécificités de l'expérience latino-américaine. Parce qu'il s'explique qu'il ne faut pas tomber dans le piège de l'eurocentrisme en fait, et de l'universalisme, que chaque espace géographique a vécu sa propre histoire, et donc qu'il faut avoir, comme vous venez de le dire, ses propres outils pour analyser son propre espace géographique. Tout à fait. C'est une revendication qui est très ancienne en Amérique latine. Cette idée, je pense qu'il y a un vrai moment de rupture dans les années 60, au moment où on se rend compte... alors il y a un scandale dans les sciences sociales en Amérique latine autour d'un projet de sciences sociales états-unien, auquel sont censés participer beaucoup de sociologues états-uniens et latino-américains, abondamment financés. Le projet, si je ne me trompe pas, s'appelle le projet Camelot. Non, ça ne s'invente pas. et plusieurs auteurs latino-américains, dont des Chiliens qui avaient été approchés pour participer à ce projet, dénoncent ce projet en disant qu'en fait, il est largement financé en fait par le département d'État américain, par le département de la défense, excusez-moi, américain, et donc autour donc de cette sociologie finalement, cette sociologie armée presque quasi militaire en fait, qui en tout cas qui est alignée sur des intérêts stratégiques. Eh bien, les auteurs latino-américains vont commencer, et là il y en a plusieurs qui émergent, à critiquer notamment la sociologie fonctionnaliste nord-américaine et à revendiquer la nécessité de produire une sociologie proprement latino-américaine qui ne soit pas alignée sur les intérêts stratégiques des États-Unis. Et oui, donc vous l'avez dit, c'est aussi ce paradoxe-là de... Ils vont tirer des écrits qui ont été écrits dans le Nord... Enfin, des écrits du Nord global
pour retravailler leurs outils d'analyse. Ils vont pas faire ce qu'ils ont vécu, un épistémicide, comme vous le dites dans le livre. Ils vont essayer de travailler avec les outils qui leur sont à disposition dans le monde entier, sans faire de distinction réelle, enfin sans faire de distinction parce qu'ils vont aussi étudier les visions, les schèmes de pensée du Nord global qui ont influencé la création des outils d'analyse, mais ils vont aussi les déconstruire, ces outils d'analyse, pour mieux les utiliser aussi. Tout à fait. Oui. Attention, hein, chez les auteurs décoloniaux, chez les auteurs qui ont pensé la question du colonialisme intellectuel, on pourrait dire comme ça, il n'y a pas une volonté de dire absolument tout doit être local. Il ne s'agit pas de dire ça. Hein. Il s'agit, évidemment, il y a des outils qu'il faut forger sur place, mais ils revendiquent aussi faire partie de cette vaste conversation académique globale. Hein. Et en réalité, ce qui remet en cause, c'est la symétrie. C'est-à-dire le fait qu'un auteur latino-américain soit absolument obligé de citer les grands maîtres de telle ou telle discipline qui viennent toujours d'Europe ou des États-Unis, et en revanche l'inverse n'est pas vrai. Et donc c'est plutôt cette asymétrie qui remet en place, et finalement d'une certaine manière, alors même s'il y a une critique de l'universalisme concret tel qu'il existe et tel qu'il est pratiqué dans les espaces hégémoniques du Nord, en réalité par certains aspects ils sont, plus universalistes que nous. C'est-à-dire il y a une vraie volonté, au sens où, pour eux, la construction d'un savoir doit se faire à l'échelle globale et doit se faire sur un pied d'égalité. Et quelque chose comme l'universel doit exister, mais comme horizon, non pas comme un universel déjà donné, lié en réalité à un rapport de force. Et justement, c'est intéressant de revenir sur les qualifications qu'on donne aux espaces. Nord global, Sud global, espace subalterne. Quel est le meilleur terme pour qualifier les espaces géographiques, pour ne pas tomber dans... parce que pendant très longtemps, on disait les espaces sous-développés, on l'apprenait à l'école, pour en fait que vous montrez dans le livre, qui servent en fait à la colonisation, à continuer cette asymétrie dans les espaces. Donc vous préférez les termes de Nord global et de Sud global. Donc pourquoi ces termes ? Oui, alors je ne suis pas certain que ces termes soient les plus adaptés. C'est ceux qui sont aujourd'hui utilisés, on va dire, par ceux qui justement font une vraie critique de cette globalisation asymétrique aujourd'hui. Et la notion de sud global, nord global, elle a aussi cet avantage par rapport à des notions peut-être plus ancrées géographiquement, comme celle de pays développés, pays sous-développés, ou pays du sud, pays du nord. C'est qu'elle cherche à penser aussi l'interpénétration finalement entre sud global et il y a du sud global dans notre nord global, il y a du nord global dans le sud global, etc. Donc on cherche à penser comment ces espaces sont étroitement imbriqués et à des échelles différentes, locales, nationales, globales. Donc ça c'est peut-être l'avantage de ces concepts aujourd'hui, mais ils méritent révision comme tous les concepts. Mais c'est vrai que en Amérique latine, la question de l'asymétrie, évidemment, elle est fondamentale, puisqu'il se trouve du mauvais côté de la relation asymétrique, bien entendu. Historiquement, on a forgé des termes sur place pour penser cette relation. Et par exemple, le terme de dépendance, qui était un terme qui a eu un immense succès, on va dire, académique et militant au cours des années 60-70, c'est un terme qui a été forgé par des sociologues brésiliens, en fait, et qui permettait de penser ce rapport en faisant une critique en acte et en proposant un autre concept de la notion évidemment de sous-développement, qui est une notion, là c'est pareil, c'est une notion qui a inondé les mondes académiques du Nord, mais qui était profondément stratégique, puisqu'il est intimement lié aux politiques dites de développement
au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui avait été exposé par Truman et qui avait pour but en fait de tenter d'éviter que les pays nouvellement indépendants ne tombent du côté socialiste. Voilà. Et c'est notamment la date de 1992 qui va être très importante la, dans la naissance de des études décoloniales, parce que ça faisait 500 ans que l'Amérique latine avait été colonisée. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette date de 1992? Est-ce que ça a pu engendrer de bon dans les études décoloniales? Oui, c'est une date fondamentale, tu as raison. Alors, en 1992, déjà un petit peu avant, dès la fin des années 80, l'UNESCO, l'Espagne et certains pays latino-américains comme le Mexique avaient annoncé qu'ils allaient organiser une gigantesque opération à l'échelle intercontinentale entre l'Europe et l'Amérique pour célébrer les 500 ans de la découverte de l'Amérique. Alors, ils avaient eu quand même au moins l'élégance de ne pas parler de découverte, parce qu'évidemment le mot était... Enfin, ils voyaient bien que c'était déjà problématique, heureusement. Et ils vont baptiser les événements qui vont avoir lieu en 1992 la rencontre de deux mondes. Ils ont un petit peu euphémisé la chose. Et en Amérique latine, l'annonce, non pas simplement l'organisation de l'événement, mais l'annonce même de l'événement va littéralement mettre le feu aux poudres, puisque beaucoup d'organisations autochtones, aussi, surtout en Amérique du Sud et en Amérique centrale, dans une moindre mesure, mais aussi malgré tout en Amérique du Nord, vont dénoncer évidemment cette commémoration. Dire le mot d'ordre, ça va être il n'y a rien à commémorer. Enfin, pour nous, c'est l'histoire d'un génocide, c'est l'histoire d'un écocide, c'est la dévastation d'un monde, et c'est l'imposition d'une culture, et c'est un ethnocide. Bon. Et donc ils vont proposer en fait toute une série de contre-célébrations à partir du 12 octobre 1992, mais qui vont avoir, ils vont littéralement réussir à occuper l'espace public et qui vont réussir pratiquement à éclipser en fait les manifestations officielles, qui elles pour le coup étaient un peu justement officielles. Et les manifestations vont organiser les peuples autochtones, pleines d'imagination, vont réussir vraiment à ce moment-là à attirer les regards plus que la commémoration officielle. Donc ça a été une vraie réussite. D'ailleurs, on parle souvent de la mise à bas des statues aujourd'hui, de personnages liés à la colonisation, etc. Mais en 1992, dans plein de villes en Amérique latine, ça va déjà être le cas, donc ça n'a rien de nouveau en réalité. Donc ça faisait partie des contre-célébrations, parmi beaucoup d'autres choses. Alors c'est très important parce que beaucoup d'auteurs qui par la suite vont devenir les fondateurs des théories décoloniales, comme Enrique Dussel, comme Quijano, sont dans des périodes, on va dire, des périodes de leur vie académique ou de leur vie scientifique un peu complexes. C'est des gens qui avaient été proches du marxisme. Et bon, comment te dire, en 1992, être marxiste, c'est un peu compliqué. C'est peut-être plus facile aujourd'hui que ça l'était en 1992, l'effondrement, etc. En Amérique latine, c'est la fin, en 88, de la dernière, alors pas la dernière, parce qu'il y a Cuba, mais en tout cas la fin d'une des révolutions qui avait beaucoup marqué l'Amérique latine, qui est la révolution sandiniste au Nicaragua. Et donc ces auteurs sont un peu, c'est des auteurs qui ont été marxistes une bonne partie de leur vie, une théorie qui est dévaluée à ce moment-là, le capitalisme est partout triomphant. Et quelque part, la remise en cause par les peuples autochtones du grand récit historique de la découverte, eh bien, va leur permettre un petit peu de rebondir et de repenser finalement
leurs catégories marxistes, voilà, enfin tout l'appareil critique qu'ils avaient construit, mais à partir aussi de cette question de la décolonisation, mais telle qu'elle est posée non pas par les latino-américains blancs ou métis, mais par les autochtones, c'est-à-dire ceux qui ont le premier peuple non occidental à avoir subi la colonisation occidentale. Et donc ils vont repenser leurs catégories, leurs outils à partir de cette question-là. Chez Enrique Dussel, ça va donner lieu à l'écriture d'un livre qui est considère parfois un petit peu comme le livre fondateur des études décoloniales, même si à ce moment-là le terme n'existe pas, qui est 1492, l'occultation de l'autre. Je me permets d'annoncer que le livre qui avait été traduit en français en 1992, publié, n'était plus disponible, et les rares exemplaires étaient très difficilement trouvables, et il vient de ressortir aujourd'hui, c'est chez Wild Project. Donc voilà. C'est un livre qu'il faut absolument lire, qui est incroyable. Et dans ce livre-là, Enrique Dussel, donc qui est un philosophe, qui a un parcours, qui a fait sa thèse en France, qui a été un élève de Lévinas, machin, etc. Enfin bref, un parcours assez complexe entre les transatlantiques pour le coup. Dans ce livre-là, Enrique Dussel va tenter de comprendre 1492 comme le moment de l'avènement de la modernité. Mais d'une modernité qui ne se caractérise pas par l'ensemble des attributs qu'on donne habituellement à la modernité, réflexivité, etc. Mais modernité qui se caractérise selon lui par un certain rapport à l'autre, à l'altérité. Et un rapport génocidaire ou ethnocidaire à l'altérité. Pratiquement en même temps, Aníbal Quijano, qui sont les deux pères fondateurs, on pourrait dire, écrit une série d'articles où il propose la notion de colonialité pour tenter de penser la perpétuation en fait du colonialisme en Amérique latine au-delà des indépendances, à travers toute une série de mécanismes internes, externes, etc. Voilà, là on a la mise en place des deux premiers éléments, et c'est à partir de ça, quelques années plus tard, que va se construire, on va dire, cette boîte à outils théorique qui est aujourd'hui la question décoloniale. Oui, parce que vous montrez que, en fait, vous montrez, en vous appuyant sur les travaux d'Enrique Dussel et même tous les travaux des pensées décoloniales, que modernité est égale colonialisme, en fait, que ces auteurs et autrices ont montré que sans colonialisme, il n'y a pas de modernisme, même si ça existe, même si ça n'existe pas, le modernisme, dans le sens où ça existe dans les pensées, mais qu'en fait, ces pensées-là de modernité, donc c'est une pensée en fait évolutionniste, de tendre vers la modernité, et donc en lien avec le colonialisme, puisque sans colonialisme, il n'y aurait pas eu de... c'est ce qu'ils expliquent, ou elles expliquent, capitalisme, c'est la naissance de tout ce monde-là, de la modernité, telle qu'on la connaît, avec capitalisme, je ne sais plus comment est-ce que vous dites, mais des États qui servent d'espace d'extraction minière, qui vont servir plus pour les pays du Nord global, qui vont être les petites mains, on peut dire, les ouvriers du Nord global. Oui, qu'est-ce que... voilà, c'est vraiment... c'est effectivement, tu l'as dit, c'est la question de l'inséparabilité entre modernité et colonialité. D'ailleurs, le terme de colonialité, il est forgé, on voit bien, comme c'est un néologisme, mais sur le modèle de modernité, en fait. Précisément parce que ce que cherche à penser Quijano ou Dussel, ou d'autres ensuite, Maria Lugones, etc., sur la question du genre, qui est très, 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 très importante, c'est de dire... En fait, je vais le dire autrement.
c'est de dire les explications culturalistes sur la modernité, qui ont été celles qui étaient proposées traditionnellement par l'Occident, Max Weber, etc., sont des explications intra-européennes, autolégitimement de certaine manière. Voilà. Sont des ratios, et donc ils vont critiquer cette conception culturaliste pour dire en réalité, la modernité émerge en fait d'un moment historique précis, c'est-à-dire celui où l'Europe, conquérant l'Amérique, acquiert une nouvelle centralité qu'elle n'avait pas jusque-là dans l'espace global. Une centralité économique, financière, mais aussi symbolique. Et donc voilà, pour eux, finalement, ils déplacent la question de la modernité. La modernité n'est plus l'avènement, on va dire, d'une singularité européenne qui viendrait de qualités propres à l'Europe, intrinsèques à l'Europe, mais viendrait en réalité d'une situation géopolitique. Donc ils ont une lecture géopolitique de la modernité. Et cette situation géopolitique, elle implique forcément en même temps la question de la colonialité, puisqu'elle se joue dans cette conquête, cette expansion coloniale en Amérique. Et donc, comment est-ce que sont perçus les États du Sud global par les États du Nord global en 1492 ? Parce que vous avez dit que vous travaillez beaucoup sur la Genèse, enfin c'est vous qui avez travaillé beaucoup sur cette Genèse-là. Comment est-ce qu'ils sont perçus et qu'est-ce que ça a eu comme impact génocidaire, cette arrivée avec la colonisation, en fait, cette arrivée des colons? Qu'est-ce que ça a eu comme impact oui, sur les populations autochtones? Alors, il faut comprendre que lorsque les puissances ibériques arrivent en Amérique, et en particulier l'Espagne, ou plus exactement d'abord la Castille, le royaume de Castille, elle inscrit immédiatement ce qu'on va appeler la conquista, la conquête de l'Amérique, dans un processus historique que l'historiographie un peu traditionnelle a appelé la reconquista, la reconquête de la péninsule ibérique contre les musulmans qui habitaient la péninsule ibérique. Enfin, contre voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs, en 1492, évidemment, se joue l'arrivée, le débarquement de Christophe Colomb en Amérique, etc. Mais c'est la même année aussi où tombe le dernier royaume musulman de la péninsule ibérique, et c'est la même année où vont être expulsés les Juifs d'Espagne aussi. Donc c'est très intéressant parce qu'il se joue ici quelque chose où s'articule la question. Alors même si à l'époque évidemment il faut beaucoup de précautions quand on utilise ça, mais on peut le dire, la question de la race, c'est-à-dire la question d'une infériorité, on va le dire comme ça pour être exact, d'une infériorité qui se transmet et qui est indélébile. Donc ça, voilà, c'est peut-être l'ancêtre de ce qui va être ensuite théorisé comme la race. Et donc les conquérants espagnols débarquent avec ce bagage en Amérique. Donc cette longue histoire dite de reconquête contre les infidèles, et ils vont appliquer évidemment eh bien ces catégories qui visent à inférioriser l'autre, à justifier en tout cas la conquête en l'accusant d'être barbare, voire même de se comporter d'une manière, d'avoir des pratiques contre nature, etc. etc. Donc voilà, c'est ça. Enrique Dussel va même un peu plus loin et il dit qu'au moment que la conquête fait émerger un type de subjectivité particulière. Une subjectivité qui se perçoit déjà comme déliée, puisqu'elle est très loin du pouvoir en Espagne, loin de Dieu aussi, d'une certaine manière, et qui éprouve, au moment de la conquête de l'Amérique, une liberté qu'elle ne pouvait pas éprouver en Europe. Une sorte de liberté absolue. Et
et qui va pouvoir exercer cette liberté absolue en plus sur des êtres humains, mais catégorisés comme des êtres humains, voire des animaux, mais en tout cas des êtres humains inférieurs. La naissance donc, de cette subjectivité pour Enrique Dussel, c'est, en tout cas, elle porte en elle l'avènement aussi de ce qu'il appelle le sujet moderne, qui pour lui apparaît en philosophie 150 ans plus tard avec Descartes. D'accord. Et cette arrivée des colons, ça va avoir un impact aussi sur le colonialisme interne, enfin tout ce qui est, parce que vous parlez de colonialisme interne en revenant sur la genèse des pensées décoloniales, sur la manière dont les personnes qui vivent en Amérique latine se perçoivent elles-mêmes avec les pensées coloniales en fait. Elles se perçoivent avec les idées coloniales. C'est ça. C'est-à-dire il faut penser la colonialité comme en fait, il faudrait parler de chaînes de colonialité en réalité, qui se jouent à différentes échelles. Le niveau local, national, etc. etc. C'est même presque une colonialité fractale, on pourrait dire. Hein, elle se reproduit à toutes les échelles, en fait, de la vie sociale, en fait. Et effectivement, et on voit ça en Amérique latine. Alors, il y a d'autres termes qui ont été utilisés dans le monde anglo-saxon. On utilise beaucoup en ce moment le terme de settler colonialism, qui est devenu un petit peu la notion qui circule beaucoup en ce moment. Mais pour parler de ça, en fait, c'est-à-dire, effectivement, des sociétés qui sont construites sur l'asservissement des populations autochtones, sur l'arrivée massive, malgré tout, ça dépend des pays d'Amérique latine, mais c'est un pays d'Amérique latine massive de colons en provenance pour l'essentiel de l'Europe, et donc qui vont après les indépendances, c'est-à-dire après la fin du colonialisme formel, eh bien, vont perpétuer des formes de domination coloniale plus ou moins euphémisées. Voilà. Donc ça, dans le 19e siècle, il y a des clauses d'exclusion à la citoyenneté, etc. Et les autochtones sont systématiquement écartés de la citoyenneté. Lorsqu'ils vont être intégrés, évidemment, ils vont perdurer évidemment des tas de... Alors aujourd'hui, qui sont des... C'est-à-dire des formes de colonialité qu'on pourrait qualifier comme racisme structurel, racisme systémique, etc., qui sont encore très très fortes dans les pays latino-américains. Où certaines élites blanches latino-américaines ou métisses se perçoivent parfois comme des étrangers dans leur propre pays. Enfin, il y a ce rapport-là. Et ça a aussi donné lieu à de l'épistémicide, comme vous expliquez dans le livre, avec une infériorisation et un anéantissement des savoirs non occidentaux. Voilà, enfin, comment est-ce que ces savoirs-là, ils ont pu, à travers les recherches de Quirano, les recherches des penseurs et penseuses décoloniales, renaître, comment est-ce que leurs outils d'analyse ont permis cette mise en lumière de cet épistémicide et donc de ces connaissances-là qui étaient perdues? Alors, l'intervention des penseurs et penseuses décoloniaux dans ce domaine-là, elle est surtout programmatique. C'est-à-dire, ils ont mis en lumière, effectivement, les dispositifs d'invisibilisation, ou d'anéantissement même parfois, des savoirs locaux, des savoirs, et pas forcément locaux d'ailleurs, mais en tout cas des savoirs, on va dire, qui ont émergé en dehors des lieux de production légitime du savoir. Donc ils ont le mérite de faire ça, de montrer qu'en réalité, le canon, le canon dans toutes les disciplines, etc., était essentiellement composé d'hommes blancs. Ce n'était pas en raison de la qualité intrinsèque des travaux des hommes blancs, mais bien parce qu'il y avait des dispositifs d'invisibilisation qui étaient extrêmement forts et qui fonctionnaient. Alors, ça c'est le travail qu'ils vont faire. Certains, comme Arturo Escobar d'ailleurs, vont joindre, on va dire, l'œuvre à la parole, puisque en plus de dénoncer ce système d'invisibilisation, il va aussi
en tant qu'anthropologue, travailler avec la communauté et proposer vraiment des projets dans lesquels on va tenter de faire coémerger le savoir dans un travail réciproque. C'est-à-dire, il va intégrer vraiment comme producteur de savoir les communautés sur lesquelles jusque-là on avait toujours travaillé. C'est-à-dire, on a travaillé sur ces communautés, lui va travailler réellement avec. Et c'est pas un jeu de mots. C'est pas un jeu de mots, il le fait réellement. Donc c'est peut-être l'auteur, lui, qui le fait, parce que peut-être en raison de cette discipline, l'anthropologie, qui l'amène à côtoyer ce type de population. D'autres auteurs, comme Walter Mignolo, eux, vont tenter d'essayer de repenser l'histoire de l'Amérique à partir d'un... C'est un sémiologue, lui. Alors lui, il travaille plutôt sur des textes. À partir d'un corpus de textes qu'il va exhumer, qui était connu, qui n'était pas inconnu, on va dire, aux historiens, mais qui était pris le plus souvent comme, on va dire, comme des témoignages, certes intéressants, hein, mais lui, il va systématiquement les reprendre et les travailler comme des sources de connaissances, et d'une connaissance alternative, qui se construit, selon lui, en fait, dès le début du processus de colonisation. Il y a des voix dissidentes, qui ont certes du mal à trouver des voies de frayage pour exister, mais qui existent. Donc lui, il fait plutôt un travail d'archéologue, comme ça. Et puis, après, plus concrètement, dans les universités latino-américaines, se sont créés, beaucoup plus qu'en France, des espaces où des espaces de débat et de discussion de savoir et de formes de savoir différentes. C'est-à-dire, dans beaucoup d'universités, il va y avoir des séminaires, des choses comme ça, où des militants autochtones ou afrodescendants vont participer, féministes, etc. Mais non pas simplement comme simple illustration ou comme objet d'étude, mais comme des personnes qui sont concernées par la production du savoir. Donc ça, en Amérique latine, c'est quelque chose qui a émergé de manière assez forte au cours des 15 dernières années, avec même l'émergence dans certains pays, c'est le cas en Colombie, c'est le cas en Équateur, c'est le cas au Mexique, de ce qu'on appelle parfois des pluriversités. Pas des universités, mais des pluriversités, c'est-à-dire des universités dans lesquelles on cherche à mettre en dialogue, articuler savoir autochtone dit traditionnel, je dis bien dit traditionnel, parce que évidemment le terme de traditionnel est un terme disqualifiant en réalité, et savoir disciplinaire, issu de l'université occidentale, etc. Mais donc avec vraiment des espaces de dialogue, et c'est pas simplement des matières de l'un et de l'autre, non, vraiment des espaces où on les met en dialogue. Oui, parce que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de l'histoire de ces pensées, de comment est-ce qu'elles sont arrivées, mais il y a eu des termes, des concepts très importants, et tout ce qu'on a dit jusque-là, tout ce que vous avez expliqué, ça peut rejoindre la colonialité du savoir, colonialité de l'être, et c'est un concept très important que Hannibal Quirano a écrit, c'est le concept de colonialité du pouvoir. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce concept clé avant qu'on parle du groupe MCD vraiment dans son ensemble? Oui, alors le concept de colonialité du pouvoir, ça, j'ai dit tout à l'heure, c'est cette idée effectivement que il va avec le couple modernité-colonialité, il faut le comprendre vraiment comme faisant partie en fait d'un binôme conceptuel, on pourrait dire. C'est l'idée, effectivement, que la modernité émerge avec la colonialité, c'est-à-dire avec le colonialisme. Ce qui ne signifie pas, attention, que toute la modernité soit réduite, que tout dans la modernité soit colonialisme. Attention, c'est pas ce qu'ils disent, mais ils disent que là, on ne peut pas penser la modernité sans penser la question de la colonialité. Elles sont coémergentes. Voilà. Donc ça, cette première idée fondamentale. Ensuite, la colonialité, ça permet de penser en fait les continuités.
les continuités entre le colonialisme historique, alors en Amérique latine qui commence dès le XVIe siècle, et les formes de domination coloniale qui vont persister, qui persistent encore aujourd'hui, tout en évidemment n'étant pas strictement les mêmes, hein, tout en se modifiant, en se reconfigurant, hein, mais voilà, c'est essayer de penser pourquoi elle continue encore à opérer aujourd'hui, malgré tous les discours qui déclarent qu'on est dans une ère postcoloniale, etc. etc. Voilà. Qu'est-ce qui, Et donc c'est vraiment essayer de travailler sur les structures profondes. Hein, la colonialité, c'est ça en fait. Hein. C'est-à-dire, c'est l'idée que, à la base même du colonialisme, il y a encore quelque chose peut-être de plus profond, hein, un certain rapport à l'altérité, et le colonialisme n'est qu'un épisode finalement de cette longue histoire de colonialité. Et ça, c'est l'une des pierres angulaires du groupe MCD. On ne peut pas ne pas parler de ce groupe-là, donc modernité, colonialité, décolonialité. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce groupe ? Quel est-il en fait ? Oui, alors on l'appelle le groupe, mais c'est pas un groupe en fait. Ils l'ont été peut-être un bref moment pendant 2-3 ans parce qu'ils ont co-organisé toute une série de rencontres scientifiques en Amérique latine et aux États-Unis. Et c'est lors de ces rencontres scientifiques qu'ils ont, forgé la boîte à outils conceptuelle, dont tu as parlé tout à l'heure, mais qui l'ont éprouvé aussi, ils ont essayé éprouver leur efficacité. Donc ce sont alors c'est un groupe. Au début, peut-être qu'ils se pensent effectivement comme un groupe pendant quelques temps. Ils viennent tous de l'université, sont des universitaires, hein, ça il faut le dire. Ils sont toutes et tous latino-américaines et latino-américains, sauf une exception. Beaucoup travaillent ou ont travaillé aux États-Unis, d'autres en Amérique latine, mais beaucoup ont fait ce trajet par les États-Unis, mais je pourrais y revenir tout à l'heure, hein, c'est intéressant. Et ça, c'est peut-être un élément important. C'est peut-être un élément important, à la fois le fait qu'ils soient latino-américains et qu'ils aient une profonde connaissance des mondes latino-américains, de la vie intellectuelle latino-américaine, mais qu'ils aient pu faire leur carrière, au moins une partie de leur carrière aux États-Unis, ce qui leur a donné finalement les billes, on va dire, institutionnelles, pour accéder finalement à la puissance académique du Nord. Et ça, c'est certain. Alors, il y a quelque chose peut-être comme une sorte d'habitus clivé chez eux. C'est-à-dire, ils sont latino-américains, etc. Il y a ce rapport très particulier à l'Amérique latine, mais effectivement, ce sont, comme certains comme Walter Mignolo, sont même des stars de campus, quoi. Et ils enseignent à Duke University, qui est quand même Ivy League et tout. Donc voilà, je crois que ça c'est important. C'est des gens qui ont ce rapport très particulier à l'environnement académique. Oui, parce que Hannibal Quirano, il a écrit avec Immanuel Wallerstein. C'est avec lui qu'il a beaucoup que ses idées aussi ont émergé. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a cette continuité de la colonialité, même dans leur parcours, comme vous venez de le dire, dans le sens où ils sont consacrés par des universités états-uniennes, et donc ça rejoue ce mécanisme incessant de colonialisme. En fait, il est imbriqué dans toute la société. Complètement. Et ce groupe-là, MCD, du coup qui n'est pas un groupe, mais on va dire les pensées de ce groupe-là, elles ont influencé notamment le féminisme. Donc je sais que c'est pas votre spécialité du coup, mais ce sera peut-être intéressant de parler un peu de Maria Lugones, parce qu'elle est quand même très importante aussi. Et
Et voilà, parce que, encore une fois, là, on a parlé beaucoup d'hommes, Mm. et donc, faut aussi montrer que, enfin, faut dire que ben, la colonialité du genre, elle a été étudiée beaucoup par Maria Lugones, donc ce serait intéressant de revenir Oui, sur oui, son oui. histoire aussi à Oui, elle. oui, je l'avais mentionné tout à l'heure brièvement, Oui, effectivement, mais Maria Lugones, c'est une voilà, des 4-5 grandes figures en fait de la théorie décoloniale parce que c'est la première à corriger le tir un petit peu parce qu'effectivement au début Enrique Dussel et Quirano ne sont pas aveugles à la question du genre. Quirano la pense assez maladroitement. Il tente de l'intégrer dans son modèle théorique, en tout cas de la colonialité. Mais Maria Lugones le fait de manière beaucoup plus systématique. Elle va corriger aussi d'ailleurs la manière dont le fait Quirano, en lui disant voilà, merci pour la colonialité, c'est très pertinent, mais la manière dont tu penses la question du genre, ça va pas. Il va falloir le repenser. Euh, donc voilà, Maria Lugones, elle va tenter d'essayer de comprendre aussi comment la question la question du genre, comment dire, elle émerge là aussi en même temps que la question moderne coloniale. Et elle montre comment, en particulier au moment de la conquête en Amérique, euh, les conquérants qui sont essentiellement des hommes, euh, très peu de femmes vont arriver assez tardivement en fait européennes en Amérique, vont euh, catégoriser les personnes de sexe féminin qu'ils vont rencontrer dans la conquête comme vont littéralement les animaliser, c'est le terme qu'elle utilise. Et elle montre qu'en fait, la question du genre telle qu'elle se joue en Occident, lorsqu'elle passe du côté, lorsqu'elle elle est, comment dire, elle s'habite du côté lors de la conquête coloniale, eh bien, elle se transforme en quelque chose d'autre en fait, et de beaucoup plus violent. Et donc, pour elle, la question du genre telle qu'elle est théorisée par les féministes blanches ne permet pas de penser ça, en fait. Cette déshumanisation, en plus, dans la relation à la personne de sexe féminin non blanche. Et elle travaille pour construire son modèle à partir des travaux d'une anthropologue nigériane, mais aussi euh, bref, avec d'autres auteurs féministes. Mais aujourd'hui, on va dire la branche la plus dynamique et la plus créative des études décoloniales, c'est, à n'en pas douter, aujourd'hui, le féminisme décolonial. C'est là où, voilà, c'est là où aujourd'hui des concepts émergent, où vraiment il y a beaucoup de choses qui se jouent aujourd'hui dans cette. et pour terminer, on peut aussi parler de l'approche décoloniale dans l'écologie. Euh, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que ça a pu apporter, notamment le cas du PCN, enfin voilà, dans cette écologie politique, le rôle du groupe MCD dedans. C'est parce qu'en fait, vous terminez l'ouvrage, voilà, vous l'avez appelé élargissement théorique et militant, parce que vous terminez en montrant comment est-ce qu'aujourd'hui les théories décoloniales influent ou sont maintenant dans de nouvelles recherches et que donc elles sont en perpétuelle elles sont en permanente elles sont tout le temps utilisées en fait et elles évoluent au gré du temps et en fonction des questionnements des auteurs et autrices et donc vous revenez sur l'approche décoloniale de l'écologie politique. Est-ce que vous pouvez revenir un peu dessus, s'il Oui. vous plaît? Alors, en réalité, ce qui s'est passé, c'est plutôt l'écologie politique latino-américaine, qui a sa propre histoire,
qui a rencontré à un moment donné, les études décoloniales. Et c'est vrai que le groupe dont on parlait tout à l'heure, qui n'est pas vraiment un groupe, Oui. par raison de commodité, on parle du groupe Modernité-Colonialité, ils ont eu des velléités d'être un groupe à un moment donné, voilà, mais ça n'a pas duré longtemps. Euh, Eux, c'est vrai, non. Enfin, y a peu d'occurrences de la question de la nature, finalement, dans leurs travaux. Alors, c'est pas qu'ils soient aveugles à cette question, mais voilà, il y a une vraie difficulté à l'intégrer, en fait, dans leurs travaux. Donc, ça, c'est plutôt le sens inverse. C'est plutôt, effectivement, l'écologie politique qui va incorporer les catégories décoloniales. Il y a plusieurs auteurs, Hector Alimanda par exemple, etc. C'est des gens qui travaillent déjà sur la notion d'extractivisme, qui avaient pensé ces questions-là. Ils vont essayer bien de penser le rapport à la nature très particulier qui se met en place dans des pays qui ont été historiquement, et dès le début de la colonisation, presque condamnés à être des pourvoyeurs de matières premières pour les métropoles du Nord. C'est-à-dire des pays qui ont été presque immédiatement considérés comme des espaces de sacrifice écologique. Donc ils vont essayer de comprendre ça. Ça, c'est une partie. Ensuite, il y a Arturo Escobar, l'anthropologue dont j'ai parlé tout à l'heure, qui lui travaille avec les communautés afrodescendantes sur la côte pacifique colombienne. Et lui, avec ses communautés, il va essayer de... alors, il le fait au même moment que beaucoup d'autres anthropologues, c'est-à-dire qu'il va essayer de comprendre la manière dont ces communautés pensent et abordent ce que nous on appelle la nature, mais qu'eux n'appellent pas forcément la nature. Donc il va essayer de comprendre leur rapport au territoire et précisément, ça va lui permettre de comprendre que l'idée même de nature telle qu'on l'a, elle est marquée par la colonialité, elle implique un certain rapport à la nature très particulier, un rapport instrumental, etc. Et donc le travail avec ces communautés va lui permettre de penser ce qu'il appelle, lui, les ontologies politiques. C'est-à-dire cette idée fondamentale selon laquelle la manière dont nous organisons le monde, nous distribuons ce qui existe dans le monde, implique un certain rapport au monde et une certaine pratique du monde. Or, il se rend compte en travaillant avec ces communautés que ces peuples qui ont un rapport très différent au nôtre à ce que nous appelons l'environnement, un rapport dans lequel eux considèrent que l'ensemble des étangs du monde, vivants ou non vivants, sont des acteurs politiques. Et considèrent donc prendre, enfin alors le terme n'est pas non pas prendre soin, mais en tout cas entrer en relation avec ces entités fait partie finalement de notre travail politique. Nous formons société en fait avec ces entités. Et évidemment, on se rend bien compte, quand on pense les choses comme ça induit un tout autre rapport à ce que nous on appelle la nature ou l'environnement que le nôtre. Et justement, ce sera intéressant aussi de revenir là-dessus, sur la théorie de la dépendance. Parce que là, vous avez expliqué que c'était aussi un rapport entre comment est-ce que c'est perçu par les pays du Nord global et comment est-ce que la nature est perçue par les pays du Sud global. Parce que dans la théorie de la dépendance, c'est les États du Nord global qui vont vouloir utiliser les ressources des pays du Sud global, et donc il ne peut pas en fait avoir d'écologie politique là, puisque ils sont forcés dans un système capitaliste à utiliser la nature comme ressource. Tout à fait, absolument. Oui, oui. La notion de dépendance telle qu'elle elle apparaît dans la littérature sociologique en Amérique latine au cours des années fin des années 60, début 70,
elle vise à penser en fait ça, les rapports asymétriques entre le centre et la périphérie, à penser comment effectivement les pays latino-américains, qui étaient et qui sont encore aujourd'hui très majoritairement, essentiellement des producteurs de matières premières et de produits agricoles non transformés, eh bien, se retrouvent dans finalement un lien de dépendance par rapport aux pays dits du centre, dits industrialisés. Alors, les théoriciens de la dépendance, comment dire, on est les années 60-70, donc la question écologique n'est pas centrale. Hein, mais ils la frôlent parce qu'une certaine manière, eux, ils comprennent que c'est dans ce rapport finalement de, comment dire, dans ce rapport d'accaparement des ressources naturelles non transformées que se joue en fait ce rapport de domination. Il tourne autour de cette question. Et il y a un livre qui est connu, qui a été le plus grand, l'essai latino-américain le plus connu, le plus traduit, le plus lu dans le monde, qui sont les veines ouvertes de l'Amérique latine. Même la métaphore des veines ouvertes, on voit bien de quoi il s'agit. C'est littéralement le continent qui perd son sang, perd ses ressources, littéralement. Donc il y avait quelque chose comme ça. Depuis le début des années 2000, il y a la notion d'extractivisme, qui est une notion latino-américaine en réalité, qui a été inventée par des penseuses et penseurs latino-américains, et qui s'inscrit finalement dans cette généalogie. En fait, l'extractivisme, on va dire, c'est l'arrière-petit-fils de la dépendance, hein, mais évidemment lu à partir des préoccupations qui sont les nôtres aujourd'hui, qui sont celles de l'écologie. Et finalement, elle permet de décrire très exactement ce qui se passe aujourd'hui en Amérique latine. C'est-à-dire l'extractivisme, c'est l'extraction massive de ressources non transformées pour l'exportation, qui est un phénomène aujourd'hui incontournable partout en Amérique latine, c'est-à-dire avec en plus l'émergence de la Chine, grande consommatrice évidemment de matières premières, mais pas que la Chine, bien entendu, nous aussi. Bien, plus que jamais, les pays latino-américains sont enfermés dans ce rôle à l'intérieur du système capitaliste mondial. Est-ce que vous avez des choses que vous voulez ajouter par rapport au livre que l'on n'a pas évoqué ? Si ça vous vient, sinon... Rien ne me vient là. Mais je vais vous poser la dernière question, parce qu'on s'intéresse aussi à ça. Est-ce que vous avez un ouvrage ou un article qui a marqué votre parcours intellectuel ? Il aurait fallu me le poser avant ça. Ah oui. J'ai avoir du mal. Non, mais je vais réfléchir. Si tu me laisses... Parce qu'il y en a peut-être beaucoup finalement. Ah, mais vous pouvez en citer plusieurs. Il faut que ce soit en lien avec ce... Non, pas forcément. C'est vraiment pour comprendre aussi votre pensée intellectuelle. Enfin, votre pensée, parce que votre pensée intellectuelle, bon. Bon, j'en profite pour dire que voilà, le livre, c'est 12 €, je crois, 12,50 € en poche. Vous pouvez vous le procurer depuis le 19 mars, je crois, ce que j'ai dit. Je crois que c'est le 19 mars qu'il a paru en poche. Sinon, il est chez Zone. Enfin, c'est toujours la découverte, mais dans la collection Zone. Donc, voilà. Allez, j'en ai un. Ah. Allons-y. Alors, tiens, en plus, je vais te faire plaisir, c'est un sociologue. Un sociologue colombien qui s'appelle Orlando Fals Borda. Et que j'ai découvert lorsque j'habitais en Colombie. Et je l'ai découvert à partir d'un ouvrage particulier qui s'appelle Double Histoire de la Côte. C'est une traduction sauvage que je viens de faire parce que le livre n'est pas traduit. Doble Historia de la Costa, donc, qui est l'histoire de la côte caraïbe colombienne, mais c'est une double histoire. Et en cela, c'est un vrai travail de pluriversalisation des savoirs. Bien que le terme n'existait pas au moment où il a écrit ses livres, c'est un livre qu'il a écrit à la fin des années 70. Et c'est un livre dans lequel l'histoire donc, de la côte caraïbe
est partagé entre deux canaux, canal A et un canal B, qui se trouvent de part et d'autre de la page. Dans le canal, alors si je ne me trompe pas, oui, dans le canal A, il fait une histoire à partir de sources orales, c'est-à-dire ces entretiens, mais aussi en le tissant avec les récits que lui racontent les personnes qu'il rencontre, les légendes, etc. etc. Donc c'est un récit qui est tissé comme ça de narration orale. Et l'autre, c'est un récit beaucoup plus universitaire, d'historiens et sociologues qui racontent, mais en tendant des pans à chaque fois et en montrant comment, avec à chaque fois des points dans lesquels ces récits se touchent en fait finalement, une espèce de point de capiton, pour appeler ça comme ça. Et donc voilà, je ne connais pas d'autres livres qui aient tenté ça, et je trouve que c'est un très très bel exemple de ce que peut faire un savoir militant et académique en même temps lorsqu'on tisse les deux. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Philippe Collin, d'être venu et d'avoir accepté. Eh bien, on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast, pour une prochaine émission. Mais à bientôt. Merci à vous deux. À bientôt.